Sénèque était sans doute l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain. Vraiment un vrai milliardaire de l'Antiquité. Oui, un banquier avec des ressources complètement illimitées, c'est ça. Exactement. Le gars murmurait littéralement à l'oreille de l'empereur, et pourtant, plusieurs jours par mois, cet homme quittait ses palais luxueux, Il laissait tout derrière lui. c'est ça. Il s'habillait avec des vêtements super rugueux, genre des vêtements de paysans, il dormait à même le sol froid, et il se nourrissait exclusivement de pain sec et d'eau. Ah oui, c'est quand même extrême. Ben oui. Et la question c'est, pourquoi un homme qui possède absolument tout s'infligerait un truc pareil? Bah parce qu'il avait compris une chose super fondamentale en fait. Ouais, il avait compris que notre définition habituelle de la sécurité, c'est une illusion totale. Complètement. Un compte en banque bien rempli, un statut social prestigieux, une belle maison, tout ça repose sur des fondations qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. C'est clair. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. Dans cette plongée au cœur de nos sources, on va décortiquer les 4 piliers fondamentaux du stoïcisme. Et pas comme une vieille philosophie poussiéreuse. Ah non, pas du tout. Plutôt comme le seul véritable coffre-fort intérieur, inviolable qu'un être humain puisse posséder. Et c'est un point de départ fascinant car cette approche renverse complètement la table. Ouais, et change tout. Au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, genre l'économie, les opinions des autres ou les crises mondiales, ces sources nous proposent une sorte de technologie de l'esprit. Une technologie de l'esprit, j'aime beaucoup le terme. L'idée, c'est de bâtir une richesse qui ne peut être ni volée, ni taxée, ni détruite par une restructuration d'entreprise, par exemple. Et ces 4 vertus, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, elles sont décrites comme des mécanismes psychologiques de survie. C'est exactement ça. Et ce qui ressort vraiment de toutes ces lectures pour préparer cette analyse, c'est que ce ne sont en aucun cas des commandements religieux. Ah non, pas de dogme moralisateur ici. Zéro. C'est purement pragmatique. Ce sont des boussoles intérieures pour la vie de tous les jours. Ok, décortiquons ça en commençant par le premier pilier. Le code source de tout le reste. Voilà. La sagesse pratique, ou phronésis en grec. Et soyons clairs d'emblée, cette sagesse stoïcienne n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir accumulé des doctorats ou d'avoir lu toute une bibliothèque. Loin de là. Si on devait faire une analogie un peu moderne, je dirais que notre cerveau fonctionne souvent comme un algorithme prédictif. D'accord. Mais un algorithme qui aurait été entraîné sur une base de données complètement biaisée. Ah ouais, je vois le genre. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette base de données est remplie de nos peurs irrationnelles, de notre ego surdimensionné et de nos préjugés. C'est comme avoir des lunettes super sales en fait. C'est exactement ça. Face à une situation, l'algorithme recrache une perception totalement déformée. Et la sagesse pratique, la phronésis, c'est la capacité à déboguer ce code en temps réel. Nettoyer les verres des lunettes. Voilà, c'est voir la réalité nue sans le filtre de cette base de données corrompue. J'adore cette idée de débogage. Marc Aurèle appliquait ça de manière hyper clinique. Faut se rappeler qu'en tant qu'empereur, il baignait dans un environnement hyper toxique. Oui, entouré de politiciens manipulateurs et de flatteurs. Exactement. Et dans ses notes personnelles, on le voit faire cet exercice de débogage en permanence. Face à une trahison, il se demandait brutalement, est-ce que j'observe l'effet objectif de cette situation ou est-ce que je suis juste en train de regarder mon propre ego blessé? C'est une discipline chirurgicale. Ah ouais, c'est le terme exact. Mais bon, pour comprendre le mécanisme, faut qu'on s'intéresse au comment. Comment on fait concrètement pour pas se laisser happer par l'illusion? Eh bien, la réponse stoïcienne, qui est d'ailleurs corroborée par les neurosciences modernes aujourd'hui, elle réside dans l'art de la pause. L'art de la pause. Oui, le cerveau humain possède un système d'alarme très archaïque, l'amygdale, qui déclenche les réactions émotionnelles immédiates. Le fameux mode combat ou fuite. C'est ça. La sagesse, c'est cette fraction de seconde qu'on impose entre le stimulus et la réponse. Attends, arrêtons-nous là-dessus parce que c'est vraiment crucial. Dans la vraie vie, prenons un exemple que n'importe qui peut rencontrer au bureau. Vas-y. On est vendredi, il est 17 heures, et un collègue envoie un email hyper passif-agressif qui remet en cause un mois de travail. L'horreur classique. Voilà. Biologiquement, le rythme cardiaque explose, le sang monte à la tête. La première impulsion, c'est de taper une réponse incendiaire sur le clavier. Et de cliquer sur envoyer tout de suite. Grave. Imposer une pause à ce moment précis, c'est presque contre nature. C'est totalement contre nature. Et c'est précisément pour cela que c'est une vertu. Ah, je vois. Ce qui se passe dans cette pause, c'est qu'on donne le temps au cortex préfrontal, la partie logique et rationnelle de notre cerveau, de s'allumer et de reprendre le contrôle sur l'amygdale. Donc on bloque la réaction animale. Exactement.
La personne sage ne réagit pas à la première impression. En créant ce vide d'1 ou 2 secondes, on observe l'email non pas comme une attaque mortelle, mais juste comme une suite de pixels envoyés par un collègue et qui est probablement stressé. C'est ça, voir la réalité en face. On débug la situation, on enlève l'ego de l'équation, et ensuite seulement on choisit l'action. C'est un super pouvoir fondamentalement. Mais voilà où le système devient vraiment exigeant en fait. Comment ça? Une fois qu'on a fait cette pause, une fois qu'on a vu la réalité en face, la réalité elle est parfois terrifiante. Ah ça, oui. C'est bien beau de voir clairement qu'une relation est devenue hyper toxique ou qu'un projet va droit dans le mur. Mais si on reste paralysé sur sa chaise, cette lucidité ne sert absolument à rien. Non, le débogage n'a aucune valeur si on n'exécute pas le programme ensuite. Exactement. Et c'est une transition parfaite vers notre deuxième pilier. Voir juste, c'est stérile, sans la capacité de transformer cette observation en action. Ce qui nous amène naturellement au courage ou Andrea. Et ce qui me frappe dans nos sources concernant ce courage, c'est à quel point ça s'éloigne du cliché hollywoodien. Oui, on a souvent cette image du héros en armure. Voilà. On a conditionné la société à voir le courage comme l'apanage des soldats sous le feu ennemi ou des pompiers qui rentrent dans un brasier. Mais le stoïcisme propose une vision du courage qui est beaucoup plus quotidienne. C'est le courage moral, au jour le jour. Exactement. C'est dire la vérité quand il serait tellement plus facile de se taire, c'est poser une limite stricte parce qu'on a peur de décevoir, ou continuer quand tout le monde autour de soi crie d'abandonner. C'est refuser de rire à une blague cruelle à la machine à café, par exemple. Ouais. C'est affronter sa propre lâcheté intérieure. Et l'exemple d'Épictète est incontournable ici pour illustrer cette force-là. Absolument. Contrairement à Marc Aurèle, qui, on l'a dit, siégeait au sommet du monde, Épictète, lui, est né esclave. C'est fou quand on y pense. Il n'avait aucun contrôle sur son corps. Aucun. Ni sur sa liberté physique, ni sur ses déplacements. Son maître pouvait le briser physiquement sur un simple coup de tête. Et pourtant, il a vécu ce courage au quotidien. Il a compris que s'il ne contrôlait pas son environnement extérieur, il gardait un contrôle absolu sur ses choix antérieurs. Il a refusé de se plier mentalement. C'est ça. Il a choisi le courage moral plutôt que de céder par peur. Et si on relie ça à une vision plus globale, ça souligne un malentendu massif sur la nature même du courage. Lequel ? On s'imagine souvent que la personne courageuse ne ressent pas la peur, qu'elle a des nerfs d'acier en toutes circonstances. Ouais, le mythe de l'absence de peur. Mais c'est faux. Si on ne ressent aucune peur, on n'est pas courageur, on est juste inconscient ou pire, psychopathe. Bien vu. Le mécanisme du courage stoïcien, c'est la capacité d'agir juste malgré la peur. C'est avancer pendant que les genoux tremblent. Voilà. C'est entendre la petite voix intérieure qui hurle de fuir et décider d'y aller quand même. Mais alors, cette force individuelle, cette capacité d'action, elle ne peut pas opérer dans le vide. Parce que si on prend quelqu'un de très lucide et d'hyper courageux, mais qui n'agit que pour ses propres intérêts égoïstes... On obtient un tyran très efficace. Exactement. Ou un méchant de film de James Bond. Et c'est ce qui nous propulse directement vers la nécessité de notre troisième vertu. Celle qui donne une direction morale à tout ça. La justice, ou dikaiosine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand les sources parlent de justice, elles ne parlent pas du système pénal ou des avocats. Non, ça n'a rien à voir avec les lois d'un pays. C'est l'obligation morale fondamentale qu'on a envers les autres. C'est traiter chaque personne avec équité, honnêteté et respect. Indépendamment de son statut social ou de ce qu'elle peut apporter en retour. Ouais. Marc Aurèle insistait lourdement là-dessus. Le gars avait le pouvoir de vie ou de mort sur des millions de personnes. Il aurait pu s'en servir juste pour assouvir ses caprices. Mais dans ses méditations, il écrivait que sa toute première obligation était envers les autres et le bien commun. Ne pas utiliser les gens comme des outils. Tenir sa parole. C'est noble. Mais là, je t'arrête 2 secondes. Vas-y. Sur le papier, c'est super beau. Mais regardons la réalité de notre époque. Le monde de l'entreprise moderne, les réseaux, la politique. Tout ça, c'est souvent structuré autour de l'opportunisme et du double langage. C'est vrai que la manipulation est devenue presque normale. Totalement. On nous apprend à optimiser nos relations. Alors refuser de jouer ce jeu-là, s'interdire de mentir ou d'être opportuniste, est-ce que c'est pas un suicide social ou professionnel pur et simple? Ça peut coûter super cher d'être honnête aujourd'hui. Cela soulève une question importante. C'est même la friction centrale du stoïcisme face au monde moderne. Ah, tu trouves aussi? Oui. Et la réponse des textes est assez radicale. C'est précisément parce que le monde est souvent corrompu et guidé par l'opportunisme que la justice est une vertu si puissante. D'accord. Les stoïciens ne promettent pas du tout que cette intégrité va t'apporter une promotion ou de l'argent, ils disent même l'inverse. Que ça va être dur... Oui,
Mais le mécanisme caché, c'est que chaque fois qu'on ment pour obtenir un avantage, chaque fois qu'on utilise quelqu'un, on détériore sa propre psyché. On se salit de l'intérieur, quoi. Voilà, on devient esclave de ses propres mensonges. Donc, pratiquer la justice stoïcienne aujourd'hui, c'est un acte profondément radical et rebelle. Le retour sur investissement n'est pas matériel. Non. C'est de pouvoir se regarder dans un miroir le matin sans ressentir de dégoût. Et ça, c'est une richesse que personne ne peut confisquer. C'est fort. Mais on comprend super vite qu'incarner cette intégrité radicale au quotidien, ça demande une énergie mentale colossale. Ah oui, c'est épuisant si on n'a pas la bonne méthode. Bah oui, si on veut rester droit quand tout le monde triche et qu'on veut garder l'esprit clair, c'est impossible si, en parallèle, on est l'esclave de ses propres pulsions. On ne peut pas être juste envers les autres si on ne se maîtrise pas soi-même. Et c'est là qu'entre en scène notre quatrième pilier pour protéger cette liberté intérieure, la tempérance, ou sophrosine. Sans elle, les trois autres piliers s'effondrent. C'est l'architecture de la maîtrise de soi. Et là encore, il faut vraiment dissiper un gros mythe. Les sources le disent bien, les stoïciens ne prêchaient pas l'ascétisme total ou la privation. Non, ce n'est pas une punition. Pas du tout, c'est pas des moines qui se flagellent. Le but, c'est la juste mesure. Profiter d'un bon repas ou du confort de la vie, c'est super, tant que ces choses ne deviennent pas des maîtres qui dictent les choix. L'idée de base, c'est de se demander, est-ce que je possède cet objet ou est-ce que c'est l'objet qui me possède? Prenons l'exemple du smartphone, c'est parfait pour ça. Très bon exemple. C'est un outil extraordinaire. La tempérance, c'est s'en servir sans en être dépendant. Mais l'absence de tempérance, C'est se retrouver à 2 heures du mat, les yeux éclatés par l'écran, à faire défiler des vidéos sans pouvoir s'arrêter. exactement. Le téléphone devient le maître. Et c'est là que l'exemple de Sénèque dont on parlait au tout début prend tout son sens. Ces fameux jours de pauvreté volontaire. Ouais, il s'imposait des périodes de vie hyper frugales, non pas pour se torturer, mais pour s'assurer qu'il restait libre, que son calme intérieur ne dépendait pas de tout ce luxe. Il se prouvait à lui-même qu'il pouvait survivre sans tout ça. Ça tuait la peur de la faillite. Et la tempérance, c'est aussi la maîtrise du temps. Ne pas gaspiller ses heures dans des choses qui ne construisent rien. C'est la maîtrise de la parole aussi. Ne pas tout dire sur le coup de l'impulsion. Et bien sûr, la maîtrise des émotions. Les ressentir, oui, mais sans se laisser gouverner par elles. En gros, un être humain tempérant est libre, parce que rien ne le possède. Voilà. On a donc la cartographie complète des 4 vertus. La sagesse pour voir clair. Le courage pour agir. La justice pour notre devoir envers l'autre. Et la tempérance pour garder l'équilibre. Mais attention, jusqu'ici, on a examiné chaque pilier de manière un peu isolée. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, quand on regarde les sources dans leur ensemble? Eh bien, la révélation cruciale, c'est que peu de gens comprennent que ces 4 vertus forment un système indivisible. Un menu fixe, en gros. Pas un buffet à volonté où on prend juste ce qui nous arrange. Exactement, c'est une erreur commune. On veut le courage pour le sport, la tempérance pour le régime, mais on oublie la justice. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Si on isole la sagesse sans le courage, ça reste stérile. On voit les problèmes avec une lucidité parfaite, mais on ne fait rien pour les régler. On devient juste un cynique aigri, quoi. Voilà, et le courage sans la sagesse, c'est de l'imprudence dangereuse. Quelqu'un qui fonce tête baissée sans analyser la situation, c'est catastrophique. Ah, ça c'est sûr. Et la justice sans la tempérance. Ça bascule dans la rigidité extrême. Le désir d'équité sans la maîtrise de sa propre colère, ça donne l'inquisiteur qui veut punir tout le monde. Effrayant. Et la tempérance sans la sagesse ou la justice, c'est juste de la froideur vide de sens. Un ascète total, super contrôlé, mais sans aucune empathie pour les autres. C'est pour ça que c'est un écosystème complet. Développer une vertu, c'est obligatoirement nourrir les 3 autres. C'est comme un moteur à 4 cylindres en fait. Ensemble, elles forment ce que les stoïciens nommaient la vie bonne. Une vie en accord avec la raison, les autres et soi-même. C'est vraiment fascinant. Pour résumer rapidement notre voyage d'aujourd'hui, on voit bien que le stoïcisme n'a rien d'un vieux texte périmé. C'est un véritable écosystème de vie. La sagesse pour voir, le courage pour agir, la justice pour relier et la tempérance pour équilibrer. Tout à fait. Et pour clore cette réflexion, je pense qu'il y a un diagnostic personnel très intéressant à faire pour chacune des personnes de notre auditoire. Lequel? Si on devait observer sa propre vie actuelle en toute honnêteté, ses réactions, ses conflits, ses habitudes, et choisir une seule de ces 4 vertus, Ouais. laquelle fait le plus défaut aujourd'hui? Laquelle, si elle était développée dès demain matin, transformerait le plus profondément notre existence? Waouh. Ça, c'est une sacrée question à méditer en silence après cette écoute.
Je te remercie pour cette exploration vraiment passionnante de nos sources. Avec grand plaisir. J'invite sincèrement quiconque nous écoute à continuer de creuser ces concepts par soi-même. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie. À la prochaine.